Beaucoup l'ont découverte en 2011, lorsqu'elle a publié Rien ne s'oppose à la nuit. Dans ce livre, elle racontait l'histoire de sa mère bipolaire qui a fini par se suicider après des années de lutte contre la maladie mentale, et les histoires d'inceste qui avaient dévasté sa famille et qui l'ont emportée. Mais Rien ne s'oppose à la nuit, c'était déjà son 7e roman. Le tout premier, 10 ans plus tôt, elle l'avait écrit sous le pseudonyme de Lou Delvig. Il s'intitulait Jours sans fin et contenait l'histoire de Laure, 19 ans, anorexique, hospitalisée au dernier stade de la maladie. Depuis, autrice de best-sellers, elle a encore publié D'après une histoire vraie, Les loyautés, et tout récemment, en 2019, Les gratitudes, dans lequel Mishka, ancienne grand reporter qui a vieilli, est en train de perdre peu à peu l'usage de la parole. La romancière Delphine de Vigan nous emmène dans sa bibliothèque et recommande 3 livres. 3 livres de femmes, 3 livres imprégnés de réel et d'intime, 3 œuvres contemporaines. Tropique de la violence, de Natacha Apana, Le présent infini s'arrête, de Marie Dorsan, et L'empreinte, d'Alex Marzano-Lesnevich. Dans ce dernier, l'autrice écrit « Il s'agit d'un livre sur la façon dont nous comprenons nos vies, le passé, sur la façon dont nous nous comprenons les uns les autres. Pour y parvenir, nous créons tous des histoires. » Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez le Book Club, un tout nouveau podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Clémentine Golzal qui s'est glissée dans celle de Delphine de Vigan. Alors là, c'est la partie littérature étrangère qui est donc sur ce pan-là et qui continue un petit peu, faute de place, au-dessus du pan de la littérature française. C'est logique, hein, ça n'a pas l'air, mais c'est tout à fait logique. Et j'en ai encore qui sont en littérature étrangère, qui sont dans la cave, en fait, pour lesquels vous avez l'air horrifié. J'ai une très belle cave, très, très saine, qui en fait sont des livres dont je n'ai pas vraiment réussi à me débarrasser. C'est vrai qu'ils sont un peu dans un entre-deux. À la fois, je n'ai pas besoin de les avoir là près de moi, de surveiller qu'ils vont bien, et en même temps, je n'ai pas envie non plus totalement de les donner. Les morts vivants. Voilà, ils sont au sous-sol, quoi. Voilà. Et donc là, quand on arrive au bout des Français, il y a des livres qui sont plus du tout rangés qui sont étalés sur leur tranche en pile. Alors là, c'est un petit peu plus fouillis, je vous l'avoue. Ça, c'est ce que je reçois. Parce que je reçois beaucoup de livres depuis quelques années, de plus en plus, à vrai dire, de romanciers, de collègues ou de jeunes romanciers qui m'envoient leurs livres. Là, par exemple, je commence à recevoir la rentrée littéraire prochaine déjà. Et donc, ça, c'est avant que j'ai décidé un peu de leur sort. Mais j'essaye de lire, enfin, je lis aussi pour moi, je lis pour mon travail, je lis donc à un moment donné, les journées n'ont que 24 heures, donc je n'arrive pas à lire tout. Il y a aussi mes provisions d'été, parfois il y a des textes, je sais que ce n'est pas le bon moment pour les lire, mais je me dis typiquement ça, je vais partir avec. Donc voilà, il y a un mélange vraiment de priorités aussi, je dois dire. Et il y a quelque chose de très émouvant dans votre bibliothèque, c'est qu'il y a des livres qui ont l'air d'être plus âgés que vous. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont bien vécu. Oui, là, ça, c'est une collection de Paul Valéry qui me vient en fait d'une de mes grands-tantes qui est morte il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Elle avait énormément de livres. Elle avait une énorme bibliothèque. Mais quand elle est morte, voilà, j'ai pris quelques textes qui avaient sens pour moi. Elle aimait beaucoup Paul Valéry. Donc là, j'ai quasiment l'intégrale de Valéry dans la collection blanche qui est devenue jaune foncé. Il y a les couleurs paille. Ouais. J'ai des choses de ma mère aussi, qui était une très grosse lectrice. C'est un vieux Patrick Modiano. Alors ça, regardez celui-là, il est aussi dans un état. Ah oui, la tranche carrément n'existe plus. Ouais, mais celui-là, je pense qu'il était à ma mère plus qu'à ma tante. Oui. Il a été volé dans une bibliothèque, manifestement, parce qu'il a un tampon de bibliothèque. Ça, c'est tout à fait le genre de ma mère. Oui, la librairie Armand Collin, bibliothèque. Elle avait travaillé pour Armand Collin, d'ailleurs, à une époque, comme secrétaire. Et j'imagine que c'est là. Donc là, il a bien vécu, celui-là. Et beaucoup des Modiano, ça fait partie des quelques livres que j'ai récupérés à la mort de ma mère, où s'est posé un peu la même question. Elle avait beaucoup de livres, on n'avait pas la place de les prendre. Et comme elle adorait Modiano, moi j'ai pris tous les Modiano. En fait, ils viennent tous de chez elle. Je pense que je les avais en poche. Et du coup, je les ai maintenant en grand format, dans des états divers. Il y en a qui sont mieux conservés que d'autres.
livret de famille qui est spécialement abîmé, vous y voyez un signe? Oui, c'est drôle quand même, ouais. Oui, j'avoue que c'est assez saisissant. À vrai dire, j'ai aussi des livres qui ont disparu dans le déménagement, parce que j'ai une période où j'ai déménagé 8 fois en 2 ans. Et donc, ils n'ont pas forcément tous survécu à cette mobilité. Ou alors, je les ai prêtés et on ne les a pas rendus. Je me souviens, par exemple, que j'avais un exemplaire auquel je tenais énormément du Chevalier inexistant de Calvino. Je le revois dans la collection en grand format. Et ça, si je tiens celui qui me l'a pas rendu, ça se passera très, très mal. Vous prêtez et vous tenez pas un registre de prêt? Non, alors j'ai longtemps prêté un peu tous azimuts et après là depuis quelques années j'ai renoncé parce que justement je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de livres, y compris pour un livre comme celui-là sur lequel il y avait une dédicace à laquelle je tenais beaucoup. J'ai forcément dit à la personne à qui je l'ai prêté, voilà, rends-le-moi, c'est important. Et les gens ne rendent pas, oublient. C'est pas évidemment, c'est pas méchant, mais c'est juste par inadvertance. Alors maintenant, il y a très peu de gens à qui je prête. Je préfère donner, au moins c'est clair. Et ce sont des gens là sur lesquels je sais je peux compter. J'ai pas besoin de noter. Et alors, cette bibliothèque, elle est effectivement bien fournie, mais surtout, elle a l'air assez au complet. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites de la place aux nouveaux arrivants? En fait, c'est un peu, j'essaye, enfin, en tout cas, mon idée, mon objectif, c'est de rester dans un truc raisonnable. Et c'est donc un livre qui rentre en fait sortir un, normalement, idéalement. Mais après, là, je me suis acheté des serre-livres qui permettent de gagner un petit peu de place, que j'ai trouvé, qui sont très sobres en plus, voilà, très jolis. Là, vous voyez les trucs gris. Et puis, je vois bien que je commence à empiéter un petit peu aussi au-delà de la bibliothèque. Ça, c'est le coup classique, en fait. Parce qu'après, moi, il arrive toujours un moment où je me retrouve avec les livres par terre qui montent en pile. Et ça, j'aimerais éviter cette fois. Est-ce que vous vous servez de cette bibliothèque pour travailler? Pas vraiment. Alors, si ça peut arriver en termes de construction, par exemple, si je me dis, tiens, je suis au bord, je pense à une construction romanesque et que ça ressemble à quelque chose que j'ai lu, je vais me dire, ah tiens, mais par exemple, comment il avait fait là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je vais vous donner un exemple plus concret parce que je suis en train de mijoter à fond là sur mon prochain roman. Je commence à avoir envie d'une construction un peu plus complexe, en tout cas que les 2 derniers livres qui étaient très simples et épurés. Et j'ai repensé aux heures de Michael Cunningham. Et donc, j'ai voulu le retrouver. Et typiquement, j'ai dû le prêter. Je ne l'ai pas, je n'ai que De chair et de sang, qui est par ailleurs un chef-d'œuvre. Et que De chair et de sang, je l'ai gardé d'ailleurs en me disant, pour moi, ça, c'est un truc, un modèle de ce qu'on peut faire si on écrit un roman qui s'étale dans le temps. Alors, les heures, il faut que je le rachète pour pouvoir regarder si ça correspond, si mon souvenir correspond aussi à la réalité du livre. Moi, je crois beaucoup à cette circulation entre les textes. Enfin, en tout cas, dans mon travail, ça a été fondamental par moments. Certains auteurs m'ont ouvert des portes, certaines lectures m'ont ouvert des portes hyper importante. Quand j'ai lu Opération Shylock de Philippe Roth, qui était là dans la petite pile dont on parlait tout à l'heure, au moment où je commençais à réfléchir à d'après une histoire vraie et à cette idée d'une fausse autobiographie, à cette volonté que j'avais de jouer avec les codes et de mêler le thriller, l'autofiction et voilà, le vrai et le faux et de jouer avec le lecteur et de me jouer du lecteur. Je me disais, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Etc. J'ai lu Opération Shylock, j'ai lu un autre roman de Bret Easton Ellis, Lunar Park. Ok, c'est des chefs-d'œuvre qui, en même temps, pourraient être très intimidants. C'est-à-dire qu'après avoir lu ça, on pourrait se dire, ok, laisse tomber. Mais non, en fait, c'est tellement fort, c'est tellement inspirant que pour moi, c'est tout d'un coup vraiment cette idée de une porte qui s'ouvre avec un formidable appel d'air et qui me dit mais vas-y, fonce, voilà. Est-ce que vous avez peur parfois d'être un peu contaminé par les livres que vous lisez quand vous êtes en train de mûrir un projet? Ça m'arrive plus. Pas tant sur les thèmes, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien, que sur la langue ou sur la voix. C'est vrai que les périodes où je suis en écriture, je ne lis pas de littérature française. Pour ces raisons-là, j'ai peur d'être influencée
par une voix qui ne serait pas la mienne, ou de tenter malgré moi ou à mon insu de reproduire une musique qui n'est pas la mienne. Or, pour moi, écrire, c'est trouver sa propre langue sans cesse et tenter, si possible, de la préserver si tant est qu'on l'a trouvée. Donc voilà, c'est faire abstraction de la voix des autres. Et aussi, là, il y a aussi les dictionnaires, le bon usage de la langue française, expression et locution, des trucs qui peuvent parfois être utiles. Voilà. Donc ça, c'est ma petite partie. Ah oui, là, donc il y a un bureau avec un Mac, une bouteille d'eau qui est clairement un bureau de travail, qui est d'ailleurs très discipliné d'ailleurs. Oui. Disons que là aussi, il y a des piles qui correspondent à des trucs. Ça n'a pas l'air, mais c'est très, très organisé. Et on peut dire ce qu'il y a sur le bureau comme livre. Est-ce que ça donnera des indications sur ce sur quoi vous travaillez pour le prochain roman ? Ça, c'est plutôt mes recherches. On peut dire ce que c'est ? Si vous voulez. Guy Debord, La Société du spectacle. Et Daniel Cohen, Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. Voilà. Et il y a aussi Perdons-nous connaissance de Lionel Nakache. Donc, avec ça, si vous trouvez. C'est comme un puzzle. Et voilà. Alors peut-être on peut partir à la recherche du premier livre dont vous allez nous parler. Tout à fait. L'empreinte, c'est celui que j'ai lu le plus récemment, d'Alexandria Marzano-Lesnevich. Je ne sais pas comment ça se prononce. Non, ça vous fait rire ? Si, c'est ça. Non, c'est ça, je crois. Peut-être allons nous asseoir, non ? Ouais. Comme ça, on sera plus. Ouais. Vous voulez un petit thé quand même alors ? Ok. Donc le premier livre dont vous avez décidé de nous parler s'appelle L'empreinte d'Alexandria Marzano-Lesnevich. Elle se fait appeler Alex oui, c'est vrai. Depuis récemment. Donc même s'il y a écrit Alexandria sur la couverture, disons Alex Marzano-Lesnevich, qui a paru en janvier chez Sonatine. C'est un premier livre vraiment de non-fiction, qui est un livre qui est un modèle de ce qu'on peut appeler la non-fiction à l'américaine, donc écrit à la première personne. Et c'est à la fois un livre de mémoire et un livre d'enquête. Tout commence en 2003 quand l'auteur, donc Alex, elle est étudiante en droit, elle est militante contre la peine de mort, très convaincue, et elle fait un stage dans un cabinet d'avocats en Louisiane, et elle tombe un petit peu par hasard sur l'affaire d'un assassin d'enfant qui, en 1992, a étranglé un petit garçon de 6 ans, et le bonhomme s'appelle Richard Langlais. Il a avoué son crime, l'affaire est plus ou moins classée, mais il a fait appel de sa condamnation à mort. Et Alexandria tombe sur des comptes rendus de ce procès en appel où la mère du petit garçon témoigne pour demander à ce qu'on laisse la vie sauve à l'assassin de son fils. Et c'est une étincelle qui bouleverse complètement la vie de cette jeune femme qui se rêve avocate militante contre la peine de mort et réveille en elle les souvenirs de son grand-père qui a abusé d'elle pendant des années quand elle était enfant. Et à partir de ça, elle crée un livre qui a une structure narrative à la fois très compliquée et en même temps, j'ai trouvé, moi, dans laquelle on se glisse comme si on était chez soi. Et elle trace des parallèles entre sa propre vie, sa propre histoire, à la fois d'abus, d'enfance, de renaissance, et l'histoire de cet assassin d'enfant, Richard Langlais, qui a lui aussi eu une vie très difficile, et l'histoire du petit garçon dont il a ôté la vie. Peut-être vous pouvez nous dire d'abord comment vous l'avez découvert, comment il a atterri dans vos mains ? En fait, je l'ai croisé au prix des lectrices de Elle. J'avais entendu parler du livre quand il est sorti. Je ne l'avais pas lu. Donc, elle est venue me voir lors de la soirée. Elle a reçu donc le prix de la non-fiction. Elle, par l'intermédiaire de son attachée de presse, elle est venue me voir en me disant à quel point la lecture de Rien ne s'oppose à la nuit en anglais, qu'elle avait lu aux États-Unis et qu'elle fait apparemment étudier à ses élèves, avait compté dans son processus de création. Qu'à un moment donné, c'est son agent, je crois, qui lui a dit, à un moment donné où elle était un peu bloquée, lis ça. Et voilà, pour elle, ça a été un peu un élément déclenchant. Donc, j'étais hyper, à la fois très étonnée, très touchée, très flattée, évidemment, mais d'autant plus que Rien ne s'oppose à la nuit, qui est sorti aux États-Unis, comme la plupart de mes livres, il n'a pas du tout marché là-bas. Donc j'étais tellement contente de rencontrer quelqu'un qui l'avait lu. Et on a discuté un petit peu, voilà, dans un contexte où c'était pas du tout facile de discuter parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça m'a donné évidemment envie de lire son livre. Et je me suis littéralement jetée dessus, et j'ai été vraiment
très, très impressionnée par à la fois le dispositif qu'elle met en place, parce que c'est vrai qu'il est assez complexe. Elle passe en permanence d'un chapitre à l'autre de cette narration, de l'histoire de cet enfant assassiné et de son meurtrier à sa propre histoire, d'une manière d'ailleurs à la fois très fluide, pas du tout appuyée, dans le sens où bien sûr qu'il y a des ponts, mais voilà, elle les suggère bien plus qu'elle ne les explicite. Ça se lit comme un thriller. Il y a beaucoup de tension. On est vraiment happé par ces deux récits. Et en même temps, pour moi, il y a effectivement une réflexion très profonde, très intelligente sur ce que c'est qu'écrire, comment on raconte les histoires, quel impact ça a. Et une réflexion sur le mal aussi, en fait. Et ça, c'est un des sujets qui m'intéresse énormément, je dois dire, en tant que lectrice. L'origine du mal, en fait. Et c'est ça qu'elle interroge. À la fois, je trouve d'ailleurs d'une manière assez philosophique au fond et psychologique. C'est jamais didactique non plus. Je trouve qu'elle nous laisse aussi à nos propres interrogations par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'elle nous dit pas voilà, ceci explique cela, etc. C'est évidemment infiniment plus complexe que ça. La trajectoire d'un homme et la trajectoire d'un meurtrier et la trajectoire d'un prédateur sexuel multirécidiviste. Parce qu'en plus, il a tué ce garçon, mais il avait des antécédents. On comprend que c'est quelqu'un qui a appelé au secours à plusieurs reprises et qui n'a pas été entendu avant de passer à l'acte de la manière la plus tragique. Enfin voilà, il y a vraiment et tout ça aussi pour moi, c'est vraiment un livre sur le déni. Aussi comment peut-être le déni qui entoure ce garçon quand il commence à appeler au secours fait écho finalement au déni auquel elle est confrontée quand elle et ses sœurs racontent que le grand-père est abusif et que la famille décide de faire comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que les parents décident de ne plus donner évidemment accès à leur fille, donc faire en sorte que cet homme ne se retrouve jamais avec leur petite fille, mais continuent de le voir, de le recevoir et n'en parlent jamais. Donc voilà, toute son interrogation, elle fait écho évidemment à des questions que je me pose à la fois en tant que femme et en tant que romancière en fait. Et ce en quoi j'ai vraiment été très 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 heureuse de la rencontrer. Et là, j'ai pas eu le temps de le faire parce que tout ça est très récent, mais je vais lui écrire. Il va falloir que je me fende une lettre en anglais pour essayer de lui écrire. Voilà, à quel point j'ai aimé son livre. Il y a quelque chose aussi dans l'empreinte, dans les thématiques, dans cette idée de elle. Il y a aussi quelque chose qui sous-tend le livre, à un moment, elle écrit « Le passé est dans mon corps ». Et c'est très beau. Il y a cette idée du corps et de comment, une fois que son corps a été la victime de son grand-père et d'abus qui l'ont marqué physiquement autant que moralement, comment peut-elle vivre avec ce corps et dans ce corps? Et ça aussi, c'est quelque chose qui traverse complètement votre œuvre à vous. Il y a vraiment des ponts. Et ce qui est drôle, c'est que vous dites qu'Alex Mardano-Lesnevich est venue avec vous parce qu'elle avait lu Rien ne s'oppose à la nuit. Mais donc, c'est comme si elle avait senti à travers Rien ne s'oppose à la nuit le reste de vos préoccupations d'écrivaine. Oui, c'est vrai. Enfin, cette idée de l'empreinte, que c'est le titre de son livre, et c'est bien sûr au cœur du livre, c'est l'empreinte que tout ça nous laisse, l'empreinte au fer rouge, j'ai envie de vous dire, l'empreinte indélébile. Autant moralement que physiquement, vous l'avez dit. Ça, pour moi, évidemment, enfin, c'est au cœur de mon travail. C'est un thème sur lequel je suis revenue maintes fois. Ça apparaît dans les loyautés, ça apparaît dans les gratitudes. Et j'ai regretté justement de ne pas avoir lu son livre quand je l'ai croisé, parce que ça aurait été vraiment intéressant de discuter avec elle sur toutes ces questions-là. C'est également une enquête. Elle a mis énormément de temps à écrire ce livre, Alex Mardano-Lesnevich. Elle a beaucoup peiné, d'une part sur la structure dont on le disait, qui est un peu complexe, mais également vraiment, je pense, parce que c'est un livre très difficile à écrire. Et au final, à un moment dans le livre, elle écrit « J'écris parce que je ne peux pas laisser le passé me hanter ». Et comme si l'écriture était une manière de se débarrasser du passé, ou en tout cas de le mettre à distance. Je me demande en fait si pour vous c'est ça, ou est-ce que aussi c'est une manière, pour s'en exorciser du passé, il faut le laisser vous hanter le temps de l'écriture ? Oui, sans doute, oui. Moi, je dirais pas que ça fait écho à un passage que j'avais écrit dans Rien ne s'oppose à la nuit, sur cette idée de dévier la trajectoire de la malédiction, d'une certaine manière, pour moi. Moi, j'ai vraiment écrit ce livre en me disant, si j'écris ce livre,
peut-être que j'arriverais d'une certaine manière à protéger mes enfants du non-dit, de la reproduction, de la malédiction. Et c'était pas tant pour me débarrasser moi-même de ça, parce qu'en fait, je n'ai pas le sentiment que l'écriture m'en débarrasse, peut-être presque au contraire. Mais en revanche, je suis intimement convaincue que le fait que ce livre existe, ça désamorce en partie toutes ces choses qui hantent les familles, tous ces secrets, tous ces non-dits qui hantent les familles et les rongent à proprement parler. Et ça, je trouve qu'elle le décrit assez bien aussi. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose dans l'écriture de ce livre en particulier, Rien ne s'oppose à la nuit, c'est pas forcément le cas des autres, mais une tentative de dévier un petit peu le cours de la malédiction. Peut-être qu'on peut passer au second livre dont vous allez nous parler. Alors, c'est un livre qui s'appelle Le présent infini s'arrête, qui est donc d'une femme qui se fait appeler Marie d'Orsan. C'est sorti en 2015 et c'est son premier livre qui est écrit sous pseudo. Elle a mis beaucoup de temps à apparaître dans les médias. Elle a écrit ce livre de manière quasiment anonyme parce que elle y dévoilait des choses de sa vie et surtout des gens qui l'entourent dans sa profession. C'est un livre où on suit pendant 1 an le quotidien d'une femme qui s'appelle Caroline, qui est infirmière psychiatrique dans un appartement thérapeutique où arrivent des enfants et des adolescents à leur sortie de l'hôpital psychiatrique. C'est un livre extrêmement cru, très littéraire, assez difficile et en même temps d'une grande poésie qui documente à la fois la vie de ces soignants qui sont en contact avec des enfants qui vont très mal et leur rapport avec ces patients qui sont souvent très violents, qui sont en fait insupportables, littéralement, très souvent, et avec lesquels il faut établir un lien. Et en même temps, avec lesquels il faut établir un lien, mais un lien aussi avec lesquels il faut aussi, sans arrêt, poser des limites pour ne pas qu'ils grignotent votre vie. C'est un livre vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez, pareil, commencer par me dire comment vous êtes tombé dessus? C'est un livre qui a des échos plus clairs, en tout cas très clair, je pense, pour moi et pour les gens qui connaissent votre œuvre, avec votre œuvre, et notamment votre tout premier livre que vous avez écrit, vous aussi, sous pseudonyme, qui s'appelait Jours sans fin, et qui parlait d'anorexie. Oui, c'est une soignante qui écrit comme personne aujourd'hui sur la psychiatrie, c'est-à-dire vraiment, elle écrit de l'intérieur. J'aime beaucoup la manière dont elle se positionne, en fait, pour nous raconter, là aussi, nous donner à entendre, à voir quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il n'y a pas plus tabou que la maladie mentale, encore aujourd'hui, dans nos sociétés. C'est indéniable, enfin, voilà. Et ces adolescents qu'elle décrit dans Le présent infini s'arrête, c'est-à-dire, en effet, des adolescents très malades, en très grande souffrance, ils n'apparaissent pour moi nulle part ailleurs, en fait. Et elle le fait avec une grande justesse, une grande humanité. Je n'ai pas peur du mot, qui peut paraître un peu cucu, mais en fait, c'est vraiment ça la force aussi de ces livres. C'est cette réflexion qu'elle a tout le temps sur son rôle de soignant, sur sa compassion, sur sa compréhension, sur ses projections. Il y a plein de moments où elle s'interroge, où elle se demande est-ce qu'elle est au bon endroit, est-ce qu'elle a bien réagi. Le présent infini s'arrête. Elle a démarré le livre, c'est le cas de la narratrice du roman, et ça lui est arrivé à elle, parce que elle avait craché sur un patient. Elle raconte quand même un service où ces adolescents sont très très compliqués à gérer. Tout est compliqué. Pour eux, vivre est compliqué. Se lever le matin, faire quelque chose, enfin, entamer une tâche, la finir, aller quelque part, prendre le bus, manger, se laver. Tout ça est très compliqué. Et pour certains, ils sont extrêmement violents. Et faisant face à la violence d'un jeune patient, voilà, elle est suffoquée de peur probablement et de surprise, elle lui a craché dessus. Et c'est vraiment cette réaction, sa propre réaction, qui l'interroge et qui l'a conduit à écrire ce quotidien qu'encore une fois, on ne peut lire, on ne peut voir nulle part ailleurs, en fait. C'est magnifique parce qu'elle arrive à faire apparaître comme ça des portraits d'adolescents pour lesquels, finalement, on peut avoir, en tant que lecteur, par moments des réactions de rejet et par moments des élans ou des attachements qui sont celles, évidemment, que le soignant éprouve, probablement. Et puis, ce qu'elle raconte aussi, c'est la réalité de l'hôpital psychiatrique public, de ce qu'est devenue la psychiatrie publique, c'est-à-dire toute une logique administrative
ultra présente et très, très pesante, qui, d'une certaine manière, empêche ces gens de faire leur travail, d'être auprès des patients. Elle décrit très bien cette logique. Elle est très engagée dans ce combat-là, Marie Dorsan. Et ça, il y a quelque chose les livres, celui-ci, Le présent infini s'arrête, et les suivants s'appellent des romans. Et effectivement, elle raconte une réalité. C'est des livres qui sont très ancrés dans le contemporain et en plus, elle fait une chronique extrêmement sensible, mais au terme de palpable, de ce que représente la maladie mentale. Et à la fois, c'est vraiment de la littérature. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se joue dans son récit qui fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est tout sauf un document, absolument, ce livre. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le souligner, c'est très important. Et d'ailleurs, les 3, quand je les ai lus, je me suis dit, à quoi ça tient ? Finalement, qu'est-ce qui différencie à un moment donné le témoignage, le document de la littérature ? Probablement son écriture, son point de vue, sa manière d'agencer les choses. Mais oui, c'est vrai. Pour moi, les 3, c'est de la littérature. Là, Marie Dorsan, dans Le présent infini s'arrête, elle nous parle de gens qui sont psychotiques, d'adolescents qui sont psychotiques. Ils sont vraiment très, très gravement atteints. Et ça, c'est une réalité qu'on connaît très mal, encore une fois, parce qu'on ne veut pas la voir. Pour ces adolescents, ils sont abandonnés de tous. Ils sont, si l'institution, et en particulier si l'institution publique ne les prend pas en charge, si à un moment donné, on n'est pas capable de se dire ces jeunes-là ne pourront jamais travailler, ne pourront jamais probablement vivre seuls. Et ça existe. Et je trouve que c'est aussi la force de son livre, à travers, bien sûr, le roman, à travers la littérature, de donner à voir cette réalité-là. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, le fait d'avoir écrit ce livre, pour elle, les sauve ? Est-ce que vous croyez ça en la capacité de la littérature, mais justement d'un acte de réparation ? Oui, je le crois assez. C'est-à-dire que pour moi, elle donnait à voir, à entendre ça, donner chair d'une certaine manière à travers ces personnages, à ces réalités-là. C'est les rendre visibles malgré tout. Et je crois que ça compte énormément. Je crois vraiment que des livres comme ceux-là peuvent changer notre regard, peuvent changer le regard du lecteur. On va voir peut-être si c'est le cas du 3e livre que vous avez choisi. Alors allons le chercher parce que je ne l'ai pas vu encore. Natacha Apana. Natacha Apana. J'en ai pas mal aussi. Hop là. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Ah oui, Natacha Apana, vous en avez une. J'en ai pas mal. C'est vraiment, parmi les auteurs contemporains, une des auteurs que j'aime énormément. Et là, vous avez choisi de nous parler de Tropique de la violence, qui est apparu chez Gallimard en 2016. Une fois encore, ce livre il est écrit roman sur la couverture, carrément, comme c'est le cas de la collection blanche de Gallimard, quand ce sont des romans. Mais c'est pas complètement un roman. C'est le fruit d'une longue enquête et de 2 ans, je crois, que l'auteur Natacha Apana a passé à Mayotte et où elle a enquêté sur des mineurs immigrés comoriens non expulsables qui se retrouvent coincés sur cette île de Mayotte, qui est, je le rappelle, quand même une île française et où ils vivent dans des conditions absolument indignes, franchement, de notre République, mais de toute République. Et pour raconter ces destins, Natacha Apana a trouvé une forme littéraire qui fait toute la puissance de ce livre. C'est qu'elle raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Moïse, qui se fait adopter par une infirmière. Et elle raconte cette histoire du point de vue à la fois de ce jeune garçon Moïse, de l'infirmière, d'un éducateur et d'un policier. Natacha Apana est d'origine mauricienne, mais elle écrit en français. Et elle a publié une dizaine de livres. Elle a été journaliste pendant longtemps. Et elle rencontre beaucoup de succès et elle écrit des livres qui sont à chaque fois, je crois, très politiques. Et ce livre-ci, en particulier, raconte vraiment la manière dont le sort qui est fait à ces enfants qui sont abandonnés de tous et tous, et revient aussi, une fois encore, sur cette question du lien, puisque c'est l'histoire d'un enfant qui se lie à une infirmière, et je ne dévoile pas grand-chose en disant qu'elle meurt. Premier 8e du roman, cette infirmière meurt et cet enfant se retrouve à nouveau livré à son sort. Pourquoi avoir choisi Tropique de la violence ? Alors en plus, parmi les autres livres de Natacha Apana que vous avez dans votre bibliothèque.
Pour moi, c'est vraiment un roman. Hein. Bien sûr elle a vécu à Mayotte et il y a un gros travail d'enquête sur toutes ces questions que vous avez évoquées. Effectivement, les mineurs isolés, non expulsables, etc. Ce 101e département français totalement abandonné de tous, une réalité économique et sociale terrible, des enfants très jeunes, des très jeunes adolescents totalement livrés à eux-mêmes, etc. Mais l'histoire qu'elle raconte, je pense que c'est vraiment une fiction totale qu'elle a complètement inventée. L'histoire de Moïse et de effectivement la mort de sa mère adoptive qui intervient assez tôt dans le roman, vous l'avez dit. Et ensuite, sa rencontre avec Bruce, qui est un jeune garçon, qui est un peu le chef d'un des bidonvilles de l'île. Alors, ce livre, en fait, Natacha me l'a envoyé. Natacha fait partie, je dois dire, des quelques auteurs qui, je ne la connaissais pas à l'époque, elle m'avait déjà adressé 1 ou 2 fois ses romans. Et voilà, un été, avant sa parution, j'ai reçu ce livre. Je suis partie au mois d'août en vacances avec. Je pars régulièrement en vacances avec une bande d'amis. J'ai parfois évoqué ça, d'ailleurs, dans un de mes livres. On est partis pendant 20 ans ensemble, des très, très bons amis, très chers, que j'aime énormément, avec nos enfants respectifs, qui, du coup, ont grandi un peu ensemble d'été en été. Et donc, je suis partie avec ce roman que j'ai lu en premier. Je suis tombée folle du livre. C'est-à-dire que je me suis dit vraiment, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce livre. J'en ai parlé probablement avec des trémolos dans la voix à mes copines qui étaient là, qui sont très grosses lectrices aussi. J'ai dû bien en parler parce que tout le monde disait « Ah, moi d'abord, non, moi, etc. » Bref, mon fils a gagné, l'a lu dans la foulée. Et je dois dire, mon fils qui, à l'époque, parce que c'était il y a 2 ou 3 ans, quand est-ce qu'il est sorti maintenant ? En 2016. Voilà. Mon fils qui lisait assez peu, en tout cas pour qui un roman, si vous voulez, dans la Blanche de Gallimard, n'était a priori pas sa tasse de thé. C'est-à-dire qu'il lisait plutôt à ce moment-là des romans de genre ou d'anticipation, etc. S'est jeté dessus, l'a lu, on n'a pas pu lui parler pendant quelques heures, a adoré le livre, et c'était très intéressant parce qu'il en a fait une lecture qui était aussi une lecture adolescente, de discuter avec lui de ce livre, c'était vraiment passionnant. Et je me suis dit, à ce moment-là, mais il y a vraiment... d'abord, ce texte va plaire énormément aux jeunes. J'étais persuadée qu'elle aurait le Goncourt des lycéens. Bon, elle a eu le prix Folio des lycéens et le Renaudot des lycéens. Donc, je ne m'étais pas complètement trompée. Mais pas seulement, bien sûr. Pour moi, c'était évident qu'il y a un lyrisme dans le livre, une beauté, une poésie, une beauté vraiment onirique aussi, qui tient beaucoup à la langue de Natacha Apana, mais pas seulement, parce que c'est aussi Mayotte, c'est aussi le pays des djinns, c'est aussi le pays des croyances. Et elle fait vivre tout ça d'une manière qui contrebalance, de mon point de vue, la violence. En fait, le lyrisme du roman, en permanence, contrebalance sa réelle violence. Et j'étais persuadée que ça pouvait s'adapter au cinéma, que ça, on pouvait le transposer au cinéma. Et j'ai pensé tout de suite à un réalisateur qui s'appelle Manuel Chapira, avec lequel j'avais travaillé à plusieurs reprises sur un projet qui ne s'était pas fait, ça arrive souvent dans le cinéma. Donc, on a eu quelques discussions. Et puis, il m'a dit, OK, on y va. Donc, on a contacté Natacha, et qui a accepté cette adaptation. Et je travaille actuellement avec lui, en fait, sur le scénario de Tropique de la violence. Donc, c'est un livre que je connais très bien, du coup. Et donc, du coup, vous avez rencontré Natacha Apana à cette occasion-là. Comment le rapport au roman change une fois que vous devez rentrer dedans pour en extraire la moelle qui va faire votre scénario ? Alors là, c'est un rapport complètement différent que le rapport de la lectrice à un livre. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je sais en tant qu'auteur qui a été adapté. C'est qu'une adaptation, c'est quand même toujours une interprétation. Et qu'il y a un certain nombre d'aspects du roman qu'on est obligé de changer pour qu'à un moment donné, ça devienne du cinéma. Et pour autant, quand on commence à désarticuler tout ça, à le démonter pour tenter d'en faire un film, il y a des questions qu'on se pose qu'on ne se posait pas à la lecture. Ça, c'est assez fascinant et ça a été très intéressant pour moi de me rendre compte de ça.
Voilà. Donc, à un moment donné, on est obligé au cinéma peut-être de justifier certaines choses qu'on n'a pas besoin de justifier dans la littérature. Il y a des choses qui passent et qui ne passeront pas. Il y a des choses qu'il va falloir raconter autrement. La violence du livre, à un moment donné, on peut la lire, on ne peut pas la montrer. Certaines choses ne sont pas montrables de mon point de vue. Mais pour autant, il ne faut pas, faut pas faire l'impasse. On peut pas non plus en faire l'économie. C'est le sujet du livre. Pour moi, le sujet du livre, c'est comment ce désœuvrement de ces jeunes, cette absence totale de perspective, conduit à la violence. C'est un livre qui parle du désœuvrement de la jeunesse, que vous en avez dit est très juste, je crois, et surtout me mène tout droit à cette question du politique dans le roman. C'est-à-dire que c'est un livre qui, évidemment, parle de ce qu'on fait de la jeunesse aujourd'hui, en France et ailleurs, et c'est un roman qui est aussi un cri adressé à qui de droit, pour dire mais qui s'occupe de ces enfants, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants, qu'est-ce qu'on fait à ces enfants. Est-ce que vous l'avez lu comme un livre politique? Est-ce que vous croyez qu'un roman puisse être politique? Oui, tout à fait. Je l'ai lu comme un livre politique et je pense qu'on peut en faire... d'ailleurs, c'est toute la puissance du livre, c'est qu'on peut en faire plusieurs lectures, que ces lectures... Pour moi, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. La grande réussite du roman, c'est de réussir à mener de front une exploration très intimiste de la vie de ce garçon, de sa mère, enfin de toute l'intériorité de ces personnages, que ce soit Moïse, le personnage de Stéphane, ce jeune humanitaire, etc. Il y a une exploration que je trouve vraiment très, très forte de ces personnages. Et puis, il y a effectivement le contexte politique qu'elle décrit très bien, d'une île qui est au bord de l'implosion, qui fait face en permanence à l'afflux de migrants qui viennent des Comores de plus en plus nombreux, qui viennent parce que c'est la France et parce qu'ils espèrent pouvoir avoir une vie meilleure, en fait. Et donc, voilà, une île vraiment au bord de l'implosion. C'est ça, en fait, ce qui est un peu désespérant, c'est que donc, le livre est sorti en 2016, ça fait 3 ans. Depuis, il s'est passé exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que c'est au bord de l'implosion, mais jusqu'au moment où ça implose, de quelle manière, en fait, on peut imaginer que ce roman a un impact sur la réalité? Il a un impact sur nos consciences, sur la conscience des lecteurs? Oui, ça oui. Un impact sur la réalité, c'est vrai que c'est autre chose. En tout cas, je pense qu'il a quand même, le livre, à éveiller la conscience d'un certain nombre de lecteurs. Ça renvoie, en fait, je trouve, à la grande question du pouvoir de la littérature. Voilà. Est-ce que pour vous, la littérature a un pouvoir? Oui et non. En fait, je n'aime pas l'idée qu'elle soit utile d'une certaine manière ou d'une conception utilitariste de la littérature. Certains livres ne servent à rien et c'est très bien comme ça, en fait. Mais oui, le fait est on peut constater que certains romans, je crois, ont ce pouvoir de changer encore une fois notre regard sur les choses. Je crois au pouvoir de la fiction. Je crois qu'à un moment donné, la fiction raconte mieux que n'importe quel article, que n'importe quelle enquête extrêmement approfondie, des réalités, des subtilités, des relations, qu'on a du mal à appréhender ou qu'on ne veut pas voir. C'est magnifique parce qu'en fait, ça conclut tout à fait. Ces 3 livres, vraiment, pour moi, ça crée se répondre l'un à l'autre et sont en grand dialogue avec votre œuvre, quoi. Je trouve que vous avez choisi 3 livres qui traitent à la fois de la question de l'enfance, la question de la transmission, très fortement, et de la question du rapport ténu entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment 3 livres tamponnés Delphine de Vigan. Oui, je me le suis pas formulé comme ça quand j'ai choisi ces 3 livres. On va dire pas de manière aussi auto-centrée, mais le fait est que ce sont 3 textes qui m'ont vraiment profondément marqué ces dernières années. Et probablement, oui, parce qu'ils font écho à des interrogations, à des préoccupations qui sont les miennes, bien sûr. Si je devais commencer demain par un... Lequel, pour vous, doit être ouvert le plus urgemment? C'est horrible, c'est comme question en priorité. Ah non, c'est très dur, là, ce que vous me demandez. C'est impossible de répondre.
Comme on n'est pas tout à fait à l'été, je dirais commencer par le Natacha Apana, qui est un peu moins gros, qui peut se lire tout à fait avant de partir. Et puis ensuite, prendre les 2 pour l'été, déjà, là, qui occupent quand même un certain temps. Oui, les 2, je crois que Le présent infini s'arrête et L'empreinte pour un été d'un lecteur moyen, disons, pas complètement avide, mais qui a une vie, un lecteur qui a une vie personnelle, ce que je n'ai pas. Ça me paraît totalement raisonnable pour passer l'été. Et merci 1000 fois, Delphine de Vigan, pour ces recommandations et pour nous avoir ouvert votre bibliothèque qui continue de nous regarder, elle n'a pas bougé, elle se tient très sage depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le Book Club avec Delphine de Vigan. Les 3 livres recommandés sont L'empreinte, d'Alex Marzano-Lesnevich, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier. Il est sorti en 2019 en France, aux éditions Sonatine. Le présent infini s'arrête, de Marie Dorsan, chez POL, a été publié en 2015, et Tropique de la violence de Natacha Apana, paru en 2016, aux éditions Gallimard. Et vous pouvez retrouver l'œuvre de Delphine de Vigan aux éditions Lattès, son dernier roman, Les Gratitudes, apparu en mars 2019. Cet entretien a été mené par Clémentine Golzal, Pauline Thompson a composé la musique, Maude Ventura était à l'édition et à la coordination, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site, louismedia.com, et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Surtout, vous pouvez nous laisser des commentaires, partager le podcast, en parler autour de vous et le suivre sur Instagram, @bookclublouis. Et le Book Club, c'est aussi un club de lecture pour discuter en personne des livres évoqués dans le podcast. Ça aura lieu un mardi sur 2 et les places sont limitées. Pour vous inscrire, rendez-vous sur louismedia.com. La prochaine édition aura lieu à l'appartement Cézanne à Paris, le mardi 23 juillet, et nous parlerons de L'empreinte d'Alex Marzano-Lesnevich. La conversation sera animée par Maude Ventura et vous pourrez rencontrer l'équipe de Louis. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. À très vite.